Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir associé à ce symposium. Ces remerciements sont particuliers parce que, au départ, j'ai voulu m'inscrire pour participer aux journées, mais je n'ai pas su dans quelle rubrique m'inscrire. Parce qu'il était prévu un droit d'inscription pour les médecins et les paramédicaux. Et vous verrez que je ne suis ni médecin, ni paramédical, je suis pharmacien. Et il n'y avait pas de place pour moi. Mais merci quand même de vous être rappelé qu'on avait besoin d'un pharmacien pour participer à ce débat. La deuxième des choses, c'est que vous m'excuserez, je ne me mettrai pas derrière le pupitre parce que je ne suis pas en soutenance de thèse, mais je vais m'entretenir avec des collègues sur une question qui nous concerne tous. Qui nous concerne tous parce que je suis persuadé que vous savez encore mieux que moi comment prendre en charge la douleur chez la personne âgée. Je suis arrivé ce matin et des éminents experts ont montré comment on pouvait prendre en charge la douleur chez la personne âgée. Ils nous ont dit encore plus ce que c'était que la personne âgée. Et moi, je vais juste soulever quelques éléments qui seraient bons de prendre en compte lorsqu'on a en face de nous, justement, une personne âgée. Et donc, loin d'être une présentation académique, on va s'accorder juste sur 2-3 éléments essentiels. Je ne reviendrai pas sur la notion de la personne âgée. On en a parlé, ça ce n'est pas moi, l'OMS a dit 65 ans et plus, il y a des littératures de l'OMS même qui disent que dans certaines sociétés, il faut commencer à les prendre à 60 ans. Mais l'âge importe peu. Mais au moins, vous avez suivi ce matin qu'il y avait un certain nombre de déficiences qui apparaissaient au fur et à mesure que l'âge avançait. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec l'amélioration des conditions socio-sanitaires, la durée de vie augmente. Et si la durée de vie augmente, nous allons avoir de plus en plus de personnes âgées. En principe, c'est une bonne chose. Et depuis 2000, on a constaté même que la proportion des personnes âgées a nettement dépassé celle des tout petits enfants. Et donc, la préoccupation qui consiste à faire en sorte que la personne âgée vive en bonne santé devient de plus en plus grande. Peut-être même qu'elle le sera plus que celle que nous accordions aux enfants en bas âge. Parce que si nous continuons à améliorer nos conditions socio-sanitaires, il est sûr que la durée de vie augmentant, on l'a dit en France, c'est maintenant 85 ans. Et imaginez donc le nombre de personnes que nous aurons à qualifier comme personnes âgées. Mais, et on l'a dit tout à l'heure, c'est que la personne âgée est caractérisée par sa réduction des métabolismes. Il vit bien, mais ça, on ne peut pas faire autrement. Réduction des métabolismes. Mais cette même personne âgée est caractérisée par une augmentation du seuil nociceptif. Donc, on va laisser passer un certain nombre de dégradations sans nous en rendre compte. Parce que ce seuil a augmenté. Cette même personne âgée va avoir une dégradation de ses capacités physiques et mentales, on en a parlé ce matin, mais aussi une majoration du risque des maladies. Malheureusement, surtout dans nos sociétés, comment est-ce que nous nous percevons en tant que personnes âgées? On l'a évoqué ce matin. Et ce sont là des caractéristiques de la personne âgée qui risquent d'influencer notre travail en tant que soignant. Les maladies de la personne âgée, je ne reviens pas dessus, on en a parlé. Mais je voudrais seulement que l'on se rappelle que les maladies rhumatologiques restent les premières maladies du sujet âgé, parmi lesquelles l'arthrose. Les présentations de ce matin sont revenues dessus. L'arthrose, y compris chez nous, fait partie des premières maladies du sujet âgé.
Et cette arthrose qui se manifeste en premier par la douleur. Combien sont les personnes âgées que nous rencontrons qui se plaignent en premier de douleur? Je ne sais pas si nous avons des données là-dessus, mais je pense que c'est bel et bien l'une des premières plaintes chez la personne âgée. C'est la douleur. Mais cette douleur, comme on l'a vu, il y a plusieurs étiologies. Pas seulement rhumatismale, cardiovasculaire, on l'a dit. On a jusqu'à des cancers, parfois que l'on n'a même pas encore dépistés, mais pour lesquels le patient se plaint de douleur. Et ces douleurs, puisqu'il y a plusieurs étiologies, amènent à une polymédication. Plusieurs types de médicaments sont mis en place. Parfois, c'est des médicaments différents. Parfois, c'est le même médicament, mais que l'on donne aux malades sous plusieurs formes. Combien sont les ordonnances que nous voyons circuler où c'est le même principe actif qui revient sous des noms différents, mais qui sont prescrits aux mêmes malades. Et ça, c'est un véritable problème auquel nous sommes confrontés. Et quand on regarde cela, mettons-nous dans la position du médecin, notamment le médecin généraliste. C'est un véritable dilemme pour lui que d'arriver à prendre en charge ce patient qui vient pour une douleur. Parce qu'il faut arriver à établir à son niveau quelle est la véritable étiologie de cette douleur. Or, les médicaments de la douleur, nous les connaissons, notamment ceux du premier palier, qui sont devenus des médicaments courants. C'est tout le monde qui consomme les médicaments du premier palier. Et pour toute douleur, quel que soit le niveau du praticien, on a tendance à calmer la douleur avec ces médicaments du premier palier. Le deuxième palier, un peu moins. Le troisième, je n'en parle pas, mais ces médicaments du premier palier, très antalgiques, aujourd'hui, sont de prescription courante, font partie de notre automédication courante. Je mets au défi un seul d'entre nous de nous dire qu'il n'y a dans aucune pharmacie familiale un seul antalgique du palier 1. Tout le monde en a. Ça veut dire qu'on s'est tellement familiarisé à cela que tout le monde croit qu'il peut prendre en charge la douleur, et quel que soit le type de douleur. Alors, regardons quelques considérations qu'il nous faut quand même prendre en compte, même si nous pensons que ces médicaments sont des médicaments banaux, si vous permettez. La première des choses, c'est que chez le sujet âgé, on a une réduction du métabolisme. Et cette réduction du métabolisme, il concerne surtout le foie. Il concerne les reins. Et cette perturbation a pour conséquence immédiate l'allongement de la durée de vie du médicament dans l'organisme. Il s'élimine moins vite parce que le métabolisme hépatique est réduit, mais aussi parce que les reins ne fonctionnent plus bien. Donc le médicament reste longtemps dans l'organisme. Et lorsque l'on sait que chez la personne âgée, on a une augmentation de la sensibilité aux effets du médicament, la conséquence, c'est que le même médicament qui, aux doses normales, était inoffensif, va avoir une augmentation de son risque toxique. Nous devons donc faire attention lorsque nous administrons ces médicaments aux doses normales en face d'un sujet âgé. Deuxième considération à prendre en compte, c'est la présence de polypathologie. Le patient qui vient vous voir pour une douleur, parfois vous ne savez pas s'il a déjà vu 2, 3, on en parlait, il fait 7 médecins avant d'arriver chez vous. Les 7 médecins, ça peut être pour la même douleur, ça peut être pour d'autres douleurs, mais ce patient se retrouve en situation de polypathologie et vous ignorez qu'il a cette polypathologie. Polypathologie, polymédicament. Or,
parmi ces médicaments, il y en a qui sont contre-indiqués pour des pathologies. On le disait tout à l'heure, en voulant soigner la douleur, on va créer des problèmes et tuer le patient. Donc, vous risquez de lui prescrire un antalgique qui est contre-indiqué pour l'autre affection qu'il présente. Mais encore, où il est passé, on lui a prescrit des médicaments. Et il y a des médicaments qui sont contre-indiqués en prise concomitante. Mais on ne le sait pas. Et notre malade va se retrouver avec 2 types de médicaments dont il faut surveiller les effets parce qu'ils peuvent se potentialiser ou ils peuvent être antagonistes annulant l'effet du médicament que vous prescrivez. Et là, on va se dire, c'est pas grave. Mais non, c'est grave parce que ça peut augmenter la toxicité du médicament. 3e des considérations à prendre en compte, c'est la baisse des capacités cognitives du patient. La personne âgée, on l'a vu, a une baisse de capacité cognitive, ce qui peut l'amener à oublier de prendre son médicament. Mais également à oublier la posologie. Il va se tromper dans la posologie. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une mauvaise observance du traitement. Il se rappelle 2 jours après, qu'est-ce qu'il fait? On a cité ce matin un médicament à prendre 1 fois par semaine. Est-ce qu'il sait que il va se rappeler que c'est le mercredi qu'il fallait le prendre? Ou il va le prendre le jeudi ou le vendredi qui suit? Nous allons avoir un problème d'observance qui va se poser. Et là aussi, il y aura un risque d'échec du traitement. Dernier élément à prendre en compte, et non des moindres, c'est l'autoperception de la personne âgée. Et très souvent, ces personnes âgées se sentent comme dépendantes parce qu'elle est retraitée. Elle n'a plus de quoi pour se prendre en charge, donc dépend de la famille, dépend des enfants. Il y a une mauvaise perception de soi qui se pose, mais aussi cette personne a une tendance à accepter un certain nombre de symptômes. Pourquoi? Parce qu'il trouve qu'il dérange à force de dire qu'il a mal ici, qu'il a mal là, comment ça va être perçu par son entourage. L'autre élément, c'est que devant ces symptômes qu'il ne peut pas révéler tout le temps, il va se livrer tout seul à l'automédication. Parce que ça va coûter cher que son fils l'amène encore voir le médecin. Alors, il va sortir, surtout qu'ici aussi il y a des gazons. Donc il va sortir, il va aller au gazon et il va prendre son antalgique qui va calmer sa douleur et il va se satisfaire. Mais on a parlé des traitements au long cours chez la personne âgée qui vous entraînent une saturation. Surtout quand il y a beaucoup de médicaments à prendre, à un moment donné, la personne âgée est fatiguée et elle n'en veut plus. La conséquence ici, c'est qu'on peut avoir abandon de traitement et donc échec thérapeutique. Quelqu'un me disait, s'il y a échec thérapeutique, mais c'est pas grave, au moins, il ne va pas mourir. Non. Il va mourir parce que l'échec thérapeutique amène à un abandon encore de traitement plus grand. Parce qu'il se dit, ça ne marche pas. Mais l'échec thérapeutique peut amener à une augmentation de dose. Parce qu'il se dit, mais j'ai pris à la dose normale, mais comme il ne sait pas qu'il n'a pas respecté les délais entre les prises, ça ne marche pas, il va augmenter la dose. Et aussi, il va se dire, puisque celui qu'on m'a donné ne marche pas, et qu'on m'a dit que l'autre marche, je vais l'abandonner et aller prendre l'autre. Mais n'oublions jamais qu'à cet âge, on a une sensibilité plus élevée aux effets de médicaments. La conséquence immédiate, c'est que nous entrons dans une phase de toxicité qui, elle, conduit à la mort. Donc, l'échec thérapeutique que l'on croyait simple est également à l'origine d'une toxicité qui peut conduire à la mort. Alors, je vais juste vous prendre 2 cas.
Le premier, c'est celui du paracétamol. Le paracétamol que nous connaissons tous. Aujourd'hui, il y a un grand débat en France, vous avez dû suivre, parce que Doliprane va être délocalisé. Les Français sont dans tous leurs états. Parce qu'ils ne vont plus fabriquer Doliprane. C'est vraiment les Américains qui vont fabriquer. Pourquoi? Parce que c'est le médicament le plus consommé en France, paracétamol. Mais c'est un médicament qui est en vente libre, y compris dans le gazon. Chez les bananes, vous trouvez paracétamol et vous le trouvez sous tous les noms possibles. Tous les noms possibles. Et les patients, il leur arrive de prendre du paracétamol sans même se rendre compte qu'ils prennent du paracétamol. Je regardais ce Kakemono. Combien d'entre nous, à la lecture de ce nom, sauraient que ce médicament contient du paracétamol? Combien de fois nos personnes âgées, on va lui conseiller le Flexpro Extra, même si à côté, il avait son Doliprane, il ne saura pas que Flexpro contient 500 mg de Doliprane, de paracétamol, comme son Doliprane 500 mg. Et jamais s'il les prenait ensemble, il passe à 1 gramme, au lieu de rester sur les 500 grammes qui lui ont été recommandés. Et n'oublions pas que le paracétamol induit une accoutumance. C'est-à-dire, je prends mon paracétamol à une dose donnée. Au bout d'un certain temps, comme je le prends régulièrement, j'aurai l'impression qu'il n'agit plus. Et qu'est-ce que je fais? J'augmente la dose. Pourtant, c'est le paracétamol, le médicament, je peux dire, le plus courant, le plus banal. Souvenons-nous que normalement, la dose maximale de paracétamol est à combien? 4 grammes par jour. Mais chez le sujet âgé, on ramène à 3 voire 2 grammes par jour. Surtout lorsqu'il a une insuffisance hépatique ou alors une insuffisance rénale, comme je vous l'ai dit, augmentation de la limite. Mais si on ne tient pas compte de tous ces éléments, nous allons vers une toxicité progressive, toxicité hépatique surtout, progressive, parce que ce paracétamol va aller lui bousiller son foie bousillé, il ne pourra plus éliminer le même paracétamol, mais tous les autres médicaments qui lui seront prescrits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par rechercher les facteurs de risque chez toutes nos personnes âgées quand on les reçoit. Éviter, surtout quand on doit mettre en route un traitement de paracétamol au long cours, éviter d'y aller précipitamment sans avoir vérifié le poids, mais surtout le statut nutritionnel caractéristique du sujet âgé. Et ça, c'est très important. Il faut vérifier les comorbidités, mais aussi nos anciens qui aiment bien prendre un petit verre de vin. C'est à vérifier. Donc, la prescription même du paracétamol que l'on croit banale, en fait, n'est pas banale parce que peut conduire à la mort dès lors qu'il s'agit d'un sujet âgé. Deuxième cas, c'est le tramadol. Le tramadol, on a dit tout à l'heure, interdit chez la personne âgée en France, mais chez nous, c'est l'opioïde le plus consommé. Il est très consommé. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il est en vente libre, bien que médicament sous réglementation. Vous allez dans toutes les pharmacies de Brazzaville, vous avez votre tramadol sans ordonnance. Et vous en avez même sur le gazon, ici, le tramadol. Alors que ce médicament nous pose des problèmes de métabolisme. Deux personnes différentes qui prennent le tramadol n'auront pas le même effet. Ça, soyez-en sûrs. Parce que nous avons 3 types de sujets. Ceux qui sont à métabolisme normal, à métabolisme lent, à métabolisme rapide, voire ultra rapide. Et les 3 ne réagissent pas de la même manière au tramadol. Mais nous ne
ne savons pas toujours. Mais pire, vous savez que le tramadol, il n'y a pas en gériatrie de forme sèche adaptée. Si bien que c'est vous qui prescrivez souvent le tramadol en gouttes. Mais lorsqu'on prescrit en gouttes un médicament pour personnes âgées, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il arrivera à respecter le nombre de gouttes prescrites? Ce n'est pas sûr. Et quand on a pris tout cela, on se rend compte qu'avec du tramadol, il y a possibilité d'avoir du mésusage. Et comme c'est un produit lui aussi qui nous cause des véritables problèmes de sévrage, parce que vous l'avez pris pendant longtemps, et quand vous allez vous arrêter, vous avez des effets contraires. La douleur qui s'était estompée va revenir parfois. Il faut limiter alors la durée d'utilisation du tramadol. De 12 mois qu'on avait par le passé, maintenant les recommandations nous disent d'arrêter le traitement au bout de 3 mois. Sinon, nous allons avoir une accoutumance. Cette accoutumance, au moment d'arrêter, va nous créer des phénomènes de sevrage. Et si cela s'installe, nous allons avoir des problèmes avec ce médicament. Qu'est-ce que l'on peut recommander à ce moment? Première des choses, quand vous avez un patient que vous devez forcément mettre sous tramadol, assurez-vous, puisque vous ne pouvez pas savoir si c'est un métabolisme lent, ultra rapide ou normal. Assurez-vous qu'il a déjà eu à prendre ce médicament. S'il l'a déjà pris, est-ce qu'il a présenté des effets? Pas chez des métabolites, non. La même dose que l'on donne ne produit aucun effet. Mais chez le métabolite ultra rapide, la même dose lui produit des effets toxiques. Alors, vérifiez, interrogez le malade, c'est très important. Vérifiez également s'il ne prend pas d'autres médicaments pour éviter ces effets de potentialisation. Enfin, pour ce type de médicaments, notamment, il faut faire un suivi du patient. Parce qu'il peut vous échapper à un moment où vous êtes à. Et ce suivi, il se fait surtout pour la personne âgée où j'ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas de forme sèche. Ce suivi doit se faire y compris à domicile pour nous assurer qu'il a respecté le nombre de gouttes nécessaires, qu'il a respecté le nombre de prises, qu'il a respecté la durée de traitement. Alors, en définitive, quand on a dit tout cela, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que le traitement de la douleur chez la personne âgée doit être adapté à la situation de chaque patient. Prenez le temps d'étudier votre patient et ne traitez pas 2 ou 3 patients de la même manière. Le traitement de la douleur correspond à un patient unique. La deuxième des choses, c'est que la gestion de la douleur de la personne âgée doit être pluridisciplinaire. Ce n'est pas le problème du médecin traitant seul. Le médecin traitant, oui, mais le pharmacien, qui a un rôle important à jouer parce que c'est lui qui reçoit le patient et qui dispense le médicament, a insisté, rappeler comment il doit prendre son médicament. C'est très important. Mais c'est bon aussi pour l'infirmière qui peut suivre le patient à la maison. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que le malade et son entourage ont un rôle à jouer dans le cadre de la prise en charge de la douleur. N'écartez pas l'entourage quand il s'agit du sujet âgé. Et la dernière des choses, c'est que la prise en charge de la douleur chez la personne âgée nécessite forcément la mise en place d'une véritable éducation thérapeutique pour permettre à ce que notre patient soit compris, que notre patient soit accompagné par sa famille et que notre patient soit suffisamment patient pour accepter ce traitement qui parfois est de long cours. Quand on a dit cela, nous ne pouvons que vous remercier pour le temps que vous avez accordé à suivre et aux organisateurs d'avoir permis que ce message passe. Je ne suis pas dans un hôpital comme le professeur, mais je suis dans une fondation
qui est prête à accompagner les professionnels comme les pouvoirs publics pour que nous puissions améliorer l'accès aux médicaments. Mais des médicaments qui soient de qualité et des médicaments qui soient bien utilisés. Des médicaments, bref, qui ne contribuent pas à tuer nos populations.